En 3 mois à peine, un pont né du désert du Sahel a renversé toutes les prévisions les plus prudentes, défiant une pénurie totale d'acier et l'absence d'aide étrangère. Ce contraste, une infrastructure lourde construite uniquement avec des pneus usagés, a révélé un décalage frappant entre les attentes internationales et la capacité réelle d'un pays souvent sous-estimé. Que signifie alors, pour chacun d'entre nous, le fait qu'Ibrahim Traoré ait transformé un déchet en symbole d'autonomie nationale? Et si ce geste, si bref dans le temps, annonçait un basculement durable? Ce récit ne se limite pas à la prouesse d'un pont construit en 3 mois, il dévoile une méthode capable de transformer la rareté en avantage stratégique. La promesse centrale est Klärsta, une voie d'autonomie durable, fondée sur des ressources locales et une mobilisation collective, une idée de 10 à 12 mots qui définit la portée réelle du projet. Dans un pays longtemps freiné par la dépendance financière, l'initiative a mis en jeu bien plus qu'une solution technique. Elle a engagé la crédibilité nationale, la cohésion sociale et l'avenir d'un modèle de développement capable d'être reproduit ailleurs. Le risque était immense. Un échec aurait renforcé les doutes internationaux, affaibli la confiance interne et ralenti toute tentative d'industrialisation locale. Pourtant, derrière chaque pneu fondu, chaque dalle assemblée, se profilait une possibilité nouvelle. Montrer qu'un pays souvent qualifié de fragile pouvait renverser les pronostics par la seule force de son organisation. Voilà l'enjeu véritable. Si cette expérience fonctionne, elle pourrait devenir une référence pour les nations africaines en quête de souveraineté technologique. Un micro-hook qui pousse à s'interroger sur l'étape suivante. À peine les premières dalles posées, un résultat inattendu est apparu. En seulement 3 mois, le pont en pneus recyclés a supporté ses premiers poids lourds sans fléchir. Ce mini-révélateur, confirmé par les ingénieurs mobilisés, a immédiatement dissipé les doutes initiaux en montrant que la récupération pouvait remplacer les matériaux coûteux. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. Son pari reposait moins sur la technique que sur une dynamique collective capable d'utiliser des ressources longtemps négligées. Le Burkina Faso, privé d'industries lourdes et dépendant depuis des années de financement extérieur, semblait condamné aux infrastructures fragiles ou inachevées. Pourtant, le pays possédait 2 atouts rarement valorisés: une population déterminée et une quantité importante de pneus usagés considérés jusque-là comme de simples déchets. La décision présidentielle de transformer ces éléments abandonnés en blocs de construction a agi comme un déclencheur. Les sceptiques abondaient, certains médias étrangers allant jusqu'à tourner l'initiative en dérision, mais l'adhésion locale a progressivement inversé la perception. Les étudiants formés pour l'occasion, les artisans, les soudeurs et les ingénieurs ont participé à un chantier où chaque étape renforçait la confiance collective. Le pont, une fois assemblé, n'était plus seulement une structure. Il représentait une réécriture de ce que signifie construire dans un pays souvent décrit comme en manque de moyens. En l'absence d'acier, en l'absence de capitaux internationaux, la réussite a pris une dimension symbolique qui a dépassé les frontières du pays. Ce basculement psychologique est décisif. Si les Burkinabés pouvaient créer une infrastructure durable à partir de pneus abandonnés, alors d'autres limites supposées pouvaient également être repoussées. Et c'est précisément cette idée, la possibilité de déplacer les frontières de l'imaginable, qui a donné à l'expérience son poids réel. Dès les premières semaines du chantier, 2 figures locales se sont imposées comme repères dans cette transformation collective. Un ingénieur formé sur le tas et une artisane habituée aux réparations de fortune. Leur expérience modeste, mais ancrée dans la réalité du terrain, a servi de guide à une communauté qui découvrait la possibilité de bâtir autrement. Le premier micro-case provient d'un atelier improvisé où les étudiants, jusque-là cantonnés à la théorie, ont appris à fondre les pneus usagés pour produire des dalles modulaires. À mesure que chaque élément prenait forme, l'idée que le manque de matériaux pouvait être compensé par la créativité gagnait en crédibilité. Ce groupe, composé de jeunes volontaires, a rapidement perçu que le projet n'était pas seulement une construction, mais un apprentissage collectif qui redéfinissait la notion même de compétence locale. Le deuxième microcase surgit dans le village voisin où les commerçants, longtemps coupés du reste du pays pendant les crues, ont suivi l'avancement du pont avec une attention nouvelle.
Pour eux, chaque section assemblée représentait une promesse tangible, celle de franchir enfin la saison des pluies sans craindre l'isolement économique et social. Leur anticipation a exercé une pression positive sur le projet, rappelant que la réussite concernait autant les mains qui construisaient que les vies qui allaient en dépendre. Grâce à ces trajectoires croisées, l'impact précoce du chantier a pris une dimension humaine. Il ne s'agissait plus simplement d'ériger un pont, mais de prouver que la maîtrise d'un défi technique pouvait devenir le moteur d'une dignité retrouvée. Soi-même, c'est là que résidait le véritable « so what », une idée tenue en moins de 12 mots. Au début du processus, tout commence par une contrainte brutale. Aucun financement, aucun acier, aucune marge d'erreur. Le pays cherche une solution. Les crues isolent les villages. Le commerce ralentit. Les écoles se vident. Les routes cèdent. Dans ce chaos latent, Ibrahim Traoré tranche. Utiliser les pneus usagés. L'annonce surprend. Les experts hésitent. La presse internationale ironise. Les ingénieurs locaux doutent, mais observent. Le chantier démarre malgré tout. Les premiers pneus sont collectés dans les dépôts. Les ateliers improvisés s'organisent. Les étudiants arrivent. Les artisans assemblent. Les soudeurs testent. L'odeur du caoutchouc fondu envahit les zones de travail. L'énergie collective monte. Un nouveau rythme s'impose. Court, tendu, déterminé. Chaque dalle devient un acte de résistance. Chaque pièce produite réduit l'emprise du scepticisme. Les dalles s'accumulent. Le pont commence à respirer. Le pays retient son souffle. Au moment critique, puis vient le moment critique, l'assemblage. La structure doit tenir. La moindre erreur serait fatale. Les regards se croisent. Le silence se pose. Les équipes avancent. Une section, puis une autre. Le pont gagne en longueur. Les câbles se tendent. Les joints se soudent. Les piliers prennent forme. Les critiques se taisent un instant. Le monde regarde. Les sceptiques guettent une faille. Le peuple, lui, s'approche, observe, encourage. Les commerçants font les premiers pas sur les dalles neuves. Les enfants touchent la surface chaude du caoutchouc fondu. Les ingénieurs vérifient chaque jonction. Le stress monte. Le test final approche. Un premier camion est avancé. Les roues s'alignent. Le métal vibre. La structure tient. Elle ne bouge pas. Elle absorbe le poids. Une onde d'émotion traverse les équipes. Le pont s'avère solide. Contre toutes les prédictions. Contre tous les doutes. Contre toutes les moqueries. Dans les retombées, la nouvelle circule. Les villages s'animent. Les marchés reprennent. Les élèves franchissent le pont. Les sacs de riz traversent. Les familles voyagent malgré les pluies. Les commerçants multiplient les trajets. La vie change. Les camions suivent. Les journaux étrangers reviennent sur leurs critiques. Les experts parlent d'expérience unique. Les habitants parlent de liberté retrouvée. Les ingénieurs parlent d'avenir possible. La dynamique s'étend. Les pneus abandonnés ne sont plus des déchets. Ils deviennent une ressource. Ils deviennent un argument. Ils deviennent une leçon. Le pays se regarde autrement. Les efforts s'enchaînent. La confiance renaît. L'élan se propage, les initiatives locales naissent, les ateliers restent ouverts, les jeunes continuent de s'y former, les artisans transmettent leurs méthodes, le chantier laisse une empreinte durable, une idée simple transforme un territoire. Une solution improbable change une nation, le pont devient un repère, une preuve, une démonstration, un tournant annoncé, un symbole qui désormais précède chaque discussion sur l'autonomie, et derrière ce mouvement, l'impulsion initiale d'Ibrahim Traoré restait intacte. La situation de départ était rudimentaire, un trafic commercial presque stagnant, limité par les crues saisonnières, douloureusement dépendant d'infrastructures inachevées, une situation initiale fragile. Après l'ouverture du pont, le commerce régional a augmenté de 25%, un chiffre modeste en apparence, mais suffisant pour réactiver des circuits économiques paralysés, une progression clairement mesurable. Le deuxième indicateur concerne la logistique. Le coût du transport agricole a baissé d'un tiers, ce qui a immédiatement allégé les charges des producteurs locaux et fluidifié la distribution dans les zones rurales. Cette réduction, même partielle, a servi de démonstration qu'un pont conçu sans acier ni capitaux étrangers pouvait produire un impact économique réel. Le troisième élément touche au marché du travail. 3000 emplois directs ont été créés durant la construction et les opérations associées. Une donnée essentielle qui souligne la capacité de l'initiative à structurer une main-d'œuvre locale encore sous-valorisée.
Cette dynamique a permis aux jeunes techniciens d'acquérir des compétences opérationnelles transférables à d'autres chantiers nationaux. Ces 3 mesures, tirées exclusivement du projet, fonctionnent comme une radiographie discrète mais solide de l'impact immédiat. Elles montrent que l'innovation technique, même rudimentaire, ne se limite pas à la structure elle-même. Elle restructure un environnement social, économique et politique plus large. Dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une expérimentation marginale que comme un pari rationnel sur l'usage de ressources locales. La progression observée dans le commerce reflète également un autre phénomène. L'émergence de nouveaux itinéraires d'échanges entre villages, jusque-là entravés par les crues. Les commerçants ont commencé à multiplier les trajets hebdomadaires au lieu d'attendre la baisse des eaux. Les agriculteurs, auparavant contraints à stocker leurs récoltes pendant des semaines, accèdent désormais à des marchés plus vastes. Ces flux modifiés ont créé un effet domino. Davantage de circulation signifie davantage d'opportunités, ce qui entraîne mécaniquement une réduction des pertes et une stabilisation des revenus. Le recul des coûts logistiques renforce cette dynamique. En diminuant la dépendance aux itinéraires détournés et aux saisons sèches, le pont a introduit une prévisibilité nouvelle pour les transporteurs. Cette sécurité opérationnelle simplifie les décisions d'investissement local parce qu'elle réduit l'incertitude économique qui pesait sur la région. Quelques kilomètres de connexion continue ont suffi pour transformer la perception de risque des acteurs locaux. Concernant l'emploi, l'effet n'a pas été seulement quantitatif. L'apprentissage des méthodes de fusion des pneus, l'assemblage des dalles modulaires et les techniques de renforcement ont permis à des centaines de jeunes de maîtriser des procédures techniques inexistantes auparavant. Cette formation intégrée au chantier a servi de banc d'essai. Elle a prouvé que des compétences nouvelles peuvent émerger à partir d'un matériau considéré comme inutile. Pour un pays où les perspectives professionnelles restent limitées, cette acquisition collective de savoir-faire représente un capital durable, bien au-delà de la durée du chantier. Enfin, ces chiffres doivent être replacés dans la logique globale d'un pays en quête de souveraineté. Le projet révèle une idée simple. Lorsqu'un État mise sur ses capacités internes, même un matériau banal peut devenir un levier stratégique. La réussite de ce pont montre que l'autonomie n'est pas un concept théorique, mais une trajectoire mesurable. Les deltas enregistrés dans les 3 indicateurs prouvent que la transformation peut être immédiate lorsqu'elle s'appuie sur des ressources concrètes, un engagement collectif et un choix politique assumé. Le premier argument, soutenu par de nombreux partisans du développement durable, affirme que l'initiative burkinabé constitue une rupture méthodologique majeure. Selon eux, le pont en pneus recyclés démontre qu'un pays dépourvu d'industrie lourde peut créer une infrastructure fonctionnelle à partir de ses propres ressources. Cette approche, fondée sur l'ingéniosité technique et la mobilisation communautaire, proposerait une alternative directe aux projets financés par l'extérieur, souvent lourds, coûteux et dépendants d'une chaîne logistique étrangère. Pour ce camp, la réussite observable, la solidité du pont, la circulation des poids lourds, la reprise du commerce et la mobilisation de milliers de travailleurs locaux prouvent que l'autonomie n'est plus une ambition abstraite, mais une option tangible. Il voit dans cette expérience un précédent capable d'influencer d'autres nations du continent, notamment celles confrontées à une dette croissante ou à une dépendance chronique aux bailleurs internationaux. Face à cette lecture optimiste, un second argument s'impose, plus sceptique et souvent relayé par les experts internationaux. Pour ses défenseurs, le pont représente certes un geste audacieux, mais un geste dont la durabilité technique demeure incertaine. Il rappelle que le recyclage des pneus, matériau instable sur le très long terme, soulève des interrogations sur la résistance aux conditions climatiques extrêmes, à l'intensification du trafic et à l'usure progressive. Ce groupe souligne aussi que le modèle, présenté comme duplicable, pourrait s'avérer difficile à reproduire dans des pays où la disponibilité des matériaux ou l'organisation communautaire ne suivent pas la même logique. Selon eux, la réussite initiale ne saurait suffire à garantir que le concept puisse devenir un standard d'infrastructure, surtout dans des contextes plus urbanisés ou soumis à des normes techniques strictes.
La réponse à ces critiques s'appuie sur les éléments tangibles issus du chantier. Le pont a résisté aux tests de charge, a permis une augmentation du trafic commercial et a réduit les coûts logistiques dans les zones concernées. Ces résultats montrent que, même si le modèle n'a pas vocation à remplacer les normes internationales, il constitue une solution adaptée à un contexte précis, capable de combler rapidement des déficits d'infrastructures. L'expérience n'impose pas un paradigme universel, elle démontre simplement qu'un pays peut créer de la valeur en misant sur ses propres ressources tout en ouvrant un espace d'expérimentation pour d'autres innovations locales. Un basculement soudain apparaît. Au milieu du chantier, une information discrète mais capitale commence à circuler. La cohésion sociale générée par le projet dépasse la simple réalisation technique. Ce n'est plus seulement un pont, mais une plateforme où ingénieurs, étudiants, commerçants et artisans découvrent qu'ils possèdent ensemble une capacité d'action longtemps sous-estimée. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans cette dynamique se révèle alors sous un angle différent. Non pas celui d'un initiateur solitaire, mais celui d'un catalyseur d'énergie collective. La véritable révélation du Midpoint réside ici. Le projet, en changeant le destin logistique d'une région isolée, recompose simultanément la confiance d'un peuple envers ses propres compétences. La transition est nette. Là où régnait le doute, s'installe désormais une certitude nouvelle, nourrie par les gestes répétés, les dalles qui s'alignent et les premiers trajets sécurisés qui annoncent une autonomie possible. Ce glissement, imperceptible au début, devient une force structurante. L'innovation cesse d'être une exception et commence à prendre la forme d'un outil reproductible. À cet instant précis, l'expérience change d'échelle. Elle ne parle plus seulement de pneus recyclés, mais d'un modèle mental en train d'émerger. Au niveau national, les premiers effets visibles s'observent à l'échelle du pays. La circulation, longtemps entravée par les crues saisonnières, retrouve une fluidité qui restructure les échanges internes. Les services publics, santé, éducation, administration, bénéficient d'un accès renforcé, ce qui réduit les délais, limite les interruptions et améliore la réactivité des institutions. L'action d'Ibrahim Traoré, en privilégiant une solution locale au lieu d'un projet importé, crée une dynamique où l'autonomie devient une stratégie nationale plutôt qu'un simple slogan. Pour les entreprises locales, pour les commerçants, l'arrivée du pont représente un changement majeur. Les trajets, autrefois suspendus aux caprices du niveau de l'eau, se stabilisent, permettant une planification économique plus fiable. Les ventes augmentent car les producteurs peuvent désormais écouler leurs récoltes tout au long de l'année sans craindre l'isolement saisonnier. La réduction des coûts logistiques, déjà relevés au niveau du secteur agricole, libère une marge financière qui encourage l'expérimentation, l'investissement progressif et l'ouverture de micro-entreprises dans les villages. Pour les habitants, l'impact le plus immédiat est la sécurité. Les familles n'ont plus besoin de traverser à pied ou en pirogue pendant les crues, ce qui réduit les risques et protège les enfants se rendant à l'école. Les échanges communautaires reprennent un rythme normal, renforçant les liens sociaux affaiblis par des années de coupures saisonnières. Grâce à la nouvelle accessibilité, l'entraide entre villages se restructure, notamment dans les situations d'urgence où les malades et les femmes enceintes peuvent désormais rejoindre les centres de santé sans attendre la décrue. À l'échelle régionale, au-delà des frontières locales, le projet influence la manière dont le Burkina Faso est perçu sur la scène régionale et médiatique. Les reportages de chaînes internationales, qui s'étaient initialement montrés sceptiques, se mettent à présenter le pont comme une innovation écologique inattendue. Cette visibilité externe améliore la réputation du pays, longtemps connoté par la pauvreté ou l'instabilité, en mettant en avant un modèle fondé sur l'ingéniosité plutôt que sur l'endettement. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré devient celle d'un dirigeant capable de transformer un défi logistique en signal politique fort, démontrant qu'un pays africain peut créer ses propres solutions structurantes. En synthèse, ces 4 niveaux interconnectés dessinent un ensemble cohérent. Une infrastructure née dans la contrainte reconfigure l'économie, renforce la cohésion sociale, améliore la sécurité et repositionne un pays entier dans le regard international. Le pont, bien au-delà de sa fonction première, agit comme un multiplicateur d'effets.
ouvrant une perspective nouvelle sur la manière dont les nations peuvent exploiter des ressources locales pour atteindre une autosuffisance progressive et pragmatique. Dans le scénario de base, dans les 6 à 12 prochains mois, l'hypothèse la plus réaliste demeure une consolidation progressive du modèle. Les ateliers de transformation des pneus continuent de fonctionner, mais avec un rythme maîtrisé, lié aux capacités locales et à la nécessité de suivre des protocoles de sécurité plus précis. Les régions voisines observent les résultats sans s'engager immédiatement, attendant des données plus longues pour valider la stabilité des infrastructures. Les communautés, elles, intensifient l'usage du pont, ce qui renforce la confiance, mais oblige à une maintenance régulière. Dans ce scénario, le pays gagne en autonomie sans changement brusque, en renforçant étape par étape les mécanismes déjà engagés. Dans le scénario optimiste projette une adoption accélérée du modèle dans plusieurs provinces. Le succès du premier pont inspire de nouveaux projets, utilisant les mêmes principes de recyclage, cette fois dans des zones où les crues sont plus fréquentes. Les compétences acquises par les jeunes techniciens se diffusent et génèrent une nouvelle filière de construction à bas coût. Des organisations régionales, séduites par les résultats, envisagent l'idée d'accompagner des projets similaires au Mali ou au Niger. Cette dynamique crée un effet de réseau. Plus les infrastructures se multiplient, plus la souveraineté logistique du pays s'affirme et plus l'image d'un Burkina Faso innovant gagne du terrain. Dans le scénario pessimiste repose sur l'hypothèse de contraintes imprévues. Les matériaux recyclés, exposés à des conditions climatiques irrégulières, peuvent nécessiter des renforts rapides. Une mauvaise série de pneus ou une dégradation accélérée oblige les équipes à ralentir l'expansion et à concentrer leurs efforts sur la maintenance. Dans certaines zones, la tension politique ou les difficultés économiques peuvent détourner l'attention des autorités, laissant les chantiers à moitié préparés. Si ces obstacles persistent, le pays risque de revenir à des méthodes de construction plus traditionnelles, réduisant l'élan généré par l'initiative initiale. Comme recommandation, pour naviguer entre ces 3 trajectoires, la clé réside dans une approche conditionnelle. Si l'autonomie devient un objectif durable, alors chaque innovation doit être testée à petite échelle avant d'être élargie, afin de protéger l'élan national tout en réduisant les risques structurels. Pour un premier groupe, ceux qui vivent dans des régions souvent isolées. Cette histoire résonne comme un rappel concret que les solutions locales peuvent réduire des vulnérabilités quotidiennes. L'accès plus stable aux services essentiels, la possibilité de circuler pendant les crues et la disparition progressive des détours forcés montrent comment une simple infrastructure peut transformer des habitudes de vie profondément enracinées. Ces changements, modestes en apparence, renforcent un sentiment de sécurité qui manquait encore il y a peu. Pour un second groupe, les travailleurs, artisans, étudiants ou techniciens, le projet constitue une source d'identification directe. Ils voient dans cette initiative la preuve que leurs compétences, longtemps perçues comme insuffisantes, peuvent prendre de l'ampleur lorsqu'elles s'inscrivent dans une dynamique collective. Ce n'est plus une formation abstraite, mais une expérience vécue où chaque geste réalisé a contribué à produire une infrastructure solide. L'idée que l'innovation peut émerger de ressources simples devient alors un moteur de projection personnelle. Pour un troisième groupe, les observateurs extérieurs, qu'ils soient africains ou non, l'expérience burkinabé suggère une réflexion plus large. Si un pays parvient à inverser la logique habituelle de dépendance, alors chacun peut réévaluer ses propres limites perçues. Le modèle n'est pas un dogme, mais une invitation à questionner les certitudes qui entourent la manière de construire, de financer ou de gérer les infrastructures. La portée symbolique de ce pont devient ainsi un miroir pour repenser qu'est-ce que l'on considère comme faisable ou non dans un contexte de rareté. Dans ces 3 perspectives, la morale centrale demeure la même. Une innovation née dans la contrainte peut devenir un levier de transformation personnelle autant que collective. Le passage à une échelle plus large nécessite une feuille de route précise, pensée pour éviter les dérives, tout en consolidant les acquis du premier projet. L'orientation voulue par Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique, avancer par blocs maîtrisés, chaque étape testée avant la suivante. Étape 1, cartographier les zones prioritaires. Les équipes techniques
identifie les régions où les coupures saisonnières provoquent le plus de pertes économiques. Cette sélection se fait dans un cadre temporel court, 2 à 3 mois, afin de maintenir l'élan initié par le premier pont. La mesure du succès repose ici sur un critère simple, la réduction potentielle des interruptions de circulation. Étape 2. Former des équipes locales autonomes. Les techniciens, soudeurs et étudiants ayant participé au chantier initial deviennent formateurs. Leur mission est d'enseigner les méthodes de fusion des pneus et d'assemblage modulaire dans les provinces ciblées. Cette transmission doit être mesurée par le nombre de groupes capables d'opérer sans supervision extérieure, un indicateur clé pour éviter la dépendance structurelle. Étape 3. Standardiser les protocoles de sécurité. Les ateliers créent un référentiel minimal unifié pour éviter les variations dangereuses entre chantiers. Ce standard garantit que chaque pont, même modeste, répond aux mêmes exigences de charge et de résistance. L'évaluation repose sur des tests réguliers de poids et de vibration reproductibles dans tout le territoire. Étape 4. Lancer des prototypes régionaux. 2 ou 3 petits ouvrages sont construits dans des zones distinctes pour vérifier la robustesse du modèle hors contexte initial. L'objectif n'est pas la vitesse, mais la stabilité. Un pont bien exécuté, même modeste, vaut plus qu'une expansion trop rapide. La réussite se mesure par l'absence de défaillance durant la première saison des pluies. Étape 5, ajuster avant expansion nationale. Les retours, positifs comme négatifs, alimentent une boucle d'amélioration continue. Si les résultats convergent, l'extension peut commencer. Dans le cas inverse, le pays renforce sa méthodologie avant d'aller plus loin, protégeant ainsi l'élan collectif construit autour du projet. Lorsque l'on observe aujourd'hui les jeunes techniciens formés dans les premiers ateliers, ceux-là même qui au début fondaient les pneus dans un local improvisé, on retrouve le motif discret qui traversait déjà le chantier, la capacité d'un geste simple à redéfinir une trajectoire collective. Ce fil conducteur, né dans l'effort patient des mains locales, s'est élargi jusqu'à devenir un repère pour un pays entier. Dans ce mouvement continu, la présence d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un point d'ancrage, non pas un héros solitaire, mais une figure qui a permis à des artisans, des étudiants et des habitants d'unir leurs forces autour d'une ambition commune. Ce n'est pas le pont en lui-même qui marque les esprits, mais l'énergie invisible qu'il a révélée, la même qui animait les 2 personnages du P4 lorsque leurs gestes précis donnaient forme aux premières dalles modulaires. À mesure que les récits se transmettent, l'histoire perd son caractère exceptionnel et devient une référence partagée, celle d'un pays qui a appris à s'appuyer sur ce qu'il possède déjà. Le pont n'est plus un symbole isolé, il sert désormais de rappel que la détermination peut faire naître des structures durables, même dans les environnements les plus contraints. Une nation avance quand ses gestes s'accordent. Ce pont, né d'une contrainte transformée en opportunité, montre qu'une initiative locale peut devenir un repère pour repenser notre manière d'agir. En observant ce qui s'est produit au Burkina Faso, chacun peut tirer une leçon simple. Les limitations ne sont pas toujours des obstacles, mais parfois des déclencheurs de créativité. Les gestes répétés de ceux qui ont façonné les dalles, l'organisation patiente des équipes et la mobilisation des communautés prouvent qu'une action collective peut ouvrir des chemins inattendus. À l'échelle individuelle comme collective, l'idée d'autonomie prend ici un sens concret. Utiliser ce que l'on possède, mobiliser ce que l'on sait, renforcer ce que l'on partage. Ce principe dépasse la technique pour toucher à la manière dont nous abordons nos propres défis quotidiens, qu'il s'agisse de nos environnements, de nos projets ou de nos responsabilités sociales. En vous appropriant ces enseignements, vous pouvez reconsidérer ce qui semblait immuable et explorer de nouvelles pratiques adaptées à vos ressources réelles. Dans un monde où les dépendances s'intensifient souvent, cette histoire rappelle que la liberté commence par une décision simple, agir avec ce que l'on a. Et vous, quelle